Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Quelles leçons tirées de la mobilisation hier en France? Les syndicats réclament du concret. Le président de la République qualifie de légitimes les inquiétudes exprimées, mais reste à définir le menu exact des discussions à venir. La décision de construire un deuxième réacteur nucléaire en France et la polémique. Le site de Penly en Seine-Maritime a été choisi. Les écologistes évoquent un choix contradictoire avec le Grenelle de l'environnement. Nous reviendrons sur le premier gros coup de colère de Barack Obama et tout cela s'est déroulé en public devant micro et caméra. Clair, net et précis, le président américain s'est indigné des primes perçues par les banquiers de Wall Street. Nous irons à Washington. Le grand format de ce vendredi, les questions autour des disparus, des hommes, des femmes, des mineurs qui du jour au lendemain ne donnent plus signe de vie, volontaire ou involontaire, difficile parfois pour la justice de s'y retrouver. Dès 2010, il faudra s'habituer au 07 comme indicatif pour vos téléphones portables. 90 millions de combinaisons sur 100 millions possibles ont déjà été attribuées pour le 06. C'est ce que l'on appelle la rançon du succès. Et puis c'est fait, les handballeurs français viennent de se qualifier pour la finale des championnats du monde. Victoire ce soir face au Danemark, images et première réaction à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, prenons ce soir la direction du Zimbabwe. Là-bas est en train de se dérouler un drame trop souvent oublié et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui vient de lancer un cri d'alarme et cela afin de lutter contre l'épidémie de choléra qui frappe le pays. Un chiffre résume l'ampleur potentielle de la catastrophe. Près de la moitié des 12 millions d'habitants du pays sont susceptibles de contracter un jour la maladie. Et une question ce soir, qui peut agir? Élément de réponse avec Bernard Lebrun. Cela se veut un hôpital de campagne, volontairement isolé dans la brousse, à 3 heures de la capitale. Une brouette pour ambulance, démunie de tout, sans un véhicule pour transporter les malades. Les villageois portent jusqu'ici les personnes contaminées, des vieillards et des enfants surtout, déshydratés, atteints de diarrhée, les deux symptômes du choléra. L'épidémie a touché le Zimbabwe au mois d'août dernier. Née dans les bidonvilles, elle s'étend désormais aux campagnes. L'épidémie s'étend désormais dans les villages les plus reculés. Nous sommes ici à environ 180 km de la capitale. Et la difficulté, c'est que plus loin, les habitants n'ont pas accès aux soins médicaux. Bien sûr, dans la capitale, l'aide internationale arrive d'Europe, comme des États-Unis. Mais elle y demeure. Bilan de 6 mois de choléra, plus de 3000 morts et 60 000 cas recensés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au rythme où elle progresse, la moitié de la population du pays, soit 6 millions d'habitants, pourrait contracter cette maladie mortelle. Pendant ce temps, le vieux Bob, Robert Mugabe, 84 ans, évite de sortir de son palais. Ces dernières images du président zimbabwéen au pouvoir depuis 22 ans remontent à décembre dernier. Autre actualité aujourd'hui en France, quel bilan faut-il tirer de la mobilisation de la rue hier? Cette question, on se l'est bien sûr posée côté syndicat, mais aussi du côté de la rue de Solferino, au Parti Socialiste, mais également à l'Élysée, avec cette conclusion qui tient en un mot, légitime. L'inquiétude exprimée hier, selon Nicolas Sarkozy, est légitime. Mais alors, que va-t-il se passer maintenant? Un premier rendez-vous est pris en février. Reste à en définir le menu. Romain Messi, Yann Moine. Hier, la grève se voyait partout en France. Une mobilisation massive qui a rassemblé dans la rue entre 1 et 2,5 millions de personnes, salariés du public comme du privé. Résultat, les syndicats apparaissent aujourd'hui en position de force. Unis, ils seront reçus en février par Nicolas Sarkozy et ils entendent bien mener la partie. Il faut qu'ils comprennent et que le gouvernement comprenne qu'aujourd'hui la situation n'est pas la situation d'il y a une semaine. Il y a 2,5 millions de personnes qui disent on veut des résultats, on veut être entendu, on ne veut pas être méprisé. Donc il faut qu'ils répondent. On est, je dirais, les gros syndicats tous dans la même ligne. On attend des éléments du gouvernement et on sait que si on n'en a pas de réponse, on sera obligé de remettre le travail revendicatif sur une forme qui reste à déterminer. Alors, quelle sera la réponse du gouvernement ? Si Nicolas Sarkozy dit entendre les revendications des Français, à l'UMP on exclut pour l'heure toute modification du plan de relance. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à générer dans notre pays des augmentations de salaire. Mais pour le faire, ce n'est pas en distribuant de l'argent public, comme ça directement dans les salaires. Ça, les socialistes l'ont déjà fait. Ça ne fonctionne pas.
Des socialistes qui se trouvaient hier dans la manifestation parisienne aux côtés des syndicats et qui accusent le gouvernement de faire fausse route. Le message est clair, on veut plus de pouvoir d'achat, c'est ce que disent les Français. Lui, il dit, j'entends les Français, mais il dit, on ne relancera pas la consommation. Je ne sais pas ce qu'il entend, un truc, mais certainement pas ce que disent les Français. Dans l'immédiat, les syndicats se retrouveront lundi pour décider des suites à donner à la journée d'action d'hier. Autre conflit important, celui qui dure depuis maintenant 10 jours à la Guadeloupe. Mobilisation contre la hausse des prix. L'activité économique de l'île est donc toujours au ralenti. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté aujourd'hui à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Les négociations se sont interrompues suite au départ du préfet en milieu de semaine. L'alerte orange est toujours maintenue ce soir dans le département des Landes en raison des risques d'inondation, et cela près d'une semaine après le passage de la tempête qui a touché la région. 1 600 000 foyers privés d'électricité ont retrouvé entre guillemets la lumière, mais certaines zones sont toujours en attente. Exemple dans le village de Ousse-Suzan. Et reportage Francis Mazoyer et Christelle Arcel. Voilà l'état du réseau électrique une semaine après la tempête. 50% des maisons n'ont toujours pas de courant dans ce petit village des Landes. Le maire rend visite à ses administrés dans les secteurs les plus reculés. Bonjour Juliette, vous êtes dans le noir ma pauvre. Cette retraitée de 87 ans est née dans cette maison. Elle veut à tout prix y rester, même dans ces conditions. Et la lumière manque, et l'eau manque, et voilà. Et le téléphone aussi, qu'on n'a pu prévenir personne, quoi. Je ne pouvais appeler personne puisque le téléphone ne marche pas. Autre foyer privé d'électricité. Cette habitante a pris de nouvelles habitudes, mais elle commence vraiment à trouver le temps long. Le soir, c'est là que c'est le plus dur. Quand il faut fermer les volets, quand on se retrouve dans l'obscurité, seul, il y a un moment d'angoisse. Ouais, reculez, reculez, reculez. Cette équipe de RDF vient de la région Rhône-Alpes. Elle tente de réparer au plus vite. Le maire rend hommage à ses agents. Il tourne cependant sa colère vers la direction de RDF. Il aurait fallu que ces lignes électriques soient enterrées beaucoup plus que ça ne l'est. Il aurait fallu, on le sait, ça s'est produit il y a 10 ans, on n'a attiré aucune expérience, ou à peu près aucune. C'est le moment où bénévoles et agents de RDF décompressent. Tous sont évidemment très fatigués. C'est vrai que c'est usant, mais on commence à voir un petit peu je dirais, la lumière arrive. La lumière va certainement s'éclairer ce soir, demain, après-demain, peut-être dans 8 jours, mais ça vient, on a le moral encore. Des groupes électrogènes permettent d'éclairer quelques maisons au centre du village. Selon ERDF, il ne devrait rester que 10% de clients privés d'électricité dans les Landes à la fin du week-end. Deux mutations qui font beaucoup parler aujourd'hui, celle du préfet et du directeur de la police de la Manche. Deux hommes qui étaient chargés d'organiser en quelque sorte le déplacement du président de la République le 12 janvier dernier à Saint-Lô. Apparemment, les choses ne se sont pas passées comme l'aurait souhaité le chef de l'État. La polémique avec Audrey Goutard, Hakim Abdelkalek et Thomas Donzel. Ce comité d'accueil n'était pas prévu. 1 millier de lycéens et de profs en colère. Les forces de l'ordre ont visiblement du mal à contenir les manifestants. Lacrymogènes, interpellations, discours sifflés, visites gâchées. Il n'a rien fait paraître à travers son intervention, mais on l'a senti physiquement crispé, c'est évident. Moins d'un mois plus tard, les sanctions tombent. Le préfet Jean Charbonniaux et le patron de la police sont mutés. Parmi les élus de la région, c'est la consternation, à gauche, mais aussi à droite. J'estime qu'il y a une forme d'injustice, que la sanction n'est pas proportionnée. Et pour tout dire, ça me gêne parce que sur la forme, ça donne vraiment l'impression que c'est le fait du prince. Pourtant, dans la région, cette sanction n'est pas une première. En 1980 déjà, Valéry Giscard d'Estaing avait limogé le préfet et le chef de la gendarmerie. Il n'avait pas su contenir les pommes jetées par des agriculteurs en colère. 30 ans plus tard, même courroux, même sanction pour les successeurs. Il y a eu un certain nombre d'erreurs d'appréciation, semble-t-il, avec d'ailleurs des risques qui ont été encourus pour les personnes elles-mêmes quant au positionnement des forces. Mais ce policier était particulièrement bien noté. L'incompréhension n'en est que plus grande dans les rangs. C'est effectivement injuste parce que il a fait ce qu'il a pu avec les effectifs dont il disposait, dans un contexte budgétaire difficile où on nous demande finalement de faire des services d'ordre aussi à l'économie.
Cette affaire intervient quelques mois après la mutation d'un autre haut fonctionnaire, le chef de la police de Corse. L'Élysée lui avait reproché de ne pas avoir su empêcher des militants nationalistes d'entrer chez Christian Clavier, un ami de Nicolas Sarkozy. Au Parti socialiste, on parle de plus en plus de la cohabitation entre Martine Aubry et Ségolène Royal. L'ex-candidate à la présidentielle souhaite en tout cas conserver sa place sur l'échiquier politique. Alors, pas question de s'effacer, bien au contraire, dernière preuve en date, un livre qui sortira dans quelques jours et cette fois encore, ses attaques sont assez claires. Jeff Wittenberg, Frédéric Beaune. Vous voyez ce que je vais mettre sur la porte? Réservé au futur président, Ségolène Royal a ramené cette plaque émaillée de Washington. Son séjour au moment de l'investiture du nouveau président américain l'a d'ailleurs marqué. Quand elle relance son mouvement Désir d'avenir, elle voit déjà beaucoup plus loin. Vous savez, Barack Obama a commencé comme ça. Même des adhésions, même il y a des gens qui donnent même 1 euro par mois. C'est formidable. Avec des adhésions à 1 euro, on peut à la rigueur financer la galette royale de Ségolène, pas tout à fait le train de vie politique de l'ancienne candidate. D'abord, ses locaux de 150 mètres carrés dans le chic 6e arrondissement de Paris, début de polémique. Voilà, j'ai des locaux qui me sont prêtés par Pierre Berger. Pierre Berger, l'ancien patron d'Yves Saint-Laurent, déclare qu'il fait ce qu'il veut de son argent. Désir d'avenir n'est pas un parti politique selon ses promoteurs, pas de limite pour les dons. Il y a aussi 4 salariés. Jusque-là, le PS prenait en charge une attachée de presse. Le PS ne me donne rien. Le PS ne me donne rien. Il me retire le peu de moyens qu'il me donnait. Il me retire. C'est pas grave. Je suis libre. Libre de dire ses 4 vérités. Le nouveau livre de Ségolène Royal règle pas mal de comptes. La bataille du PS. Je continue à penser que je suis majoritaire. Je reste persuadée que j'avais la victoire au début de la nuit et qu'elle s'est volatilisée au petit matin. Martine Aubry. Elle me regarde toujours comme si j'étais sa sous-ministre. Elle le pense vraiment. Résumé du tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy qu'il avait accueilli quelques semaines après leur face-à-face. Quand il m'a reçu à l'Élysée, je l'ai trouvé assez médiocre dans le comportement. Il n'avait pas de hauteur, d'allure, d'élan, de fair-play. Il est aussi question de ses goûts, de son enfance, de sa famille. L'une de ses filles, Clémence, est venue partager la galette. Le ton est rude, les ambitions pour 2012 intactes. Ségolène Royal va encore faire grincer pas mal de dents socialistes. Voilà pour la politique. Merci d'être avec nous. À suivre dans votre journal. Mais qu'est-ce qui peut bien mettre en colère Barack Obama? Réponse dans un instant, face caméra. Le grand format ce soir, il est disparu. Difficile parfois pour les enquêteurs de faire la différence entre disparition volontaire et disparition inquiétante. Et puis, après le 06, voici le 07. Nouvel indicatif pour vos futurs numéros de portable. Mais avant ça, je vous le disais en titre, Barack Obama n'a donc pas hésité à se mettre en colère devant micro et caméra. La raison de tout cela, les primes que se sont malgré tout octroyées les banquiers de Wall Street. Avant de retrouver Alain Chalvron à Washington pour décrypter cette séquence, à quoi ressemble une mise au point version Barack Obama? Eh bien, on l'écoute. Wall Street bankers had given themselves $20 billion worth of bonuses at a time when most of these institutions were teetering on collapse and they are asking for taxpayers to help sustain them. That is the height of irresponsibility. It is shameful. Une honte. Et direction Washington donc pour le décryptage de tout cela avec vous. Alain Chalvron, bonsoir Alain. Eh bien voilà une première mise au point, un premier coup de colère assez clair, net et précis du nouveau président américain. Oui, il nous avait habitués à être tellement cool, tellement modéré depuis qu'il est à la Maison-Blanche que ce coup de gueule fait effectivement l'effet d'un tremblement de terre. Il faut dire que l'indignation est tout de même générale depuis ces révélations, donc que les gros bonnets de Wall Street se sont octroyés plus de 18 milliards de dollars en primes pour l'année dernière. Alors non seulement parce qu'ils se servent ainsi alors que tout de même la majorité des Américains ont perdu la moitié de leurs économies ou de leurs retraites à cause d'eux, mais aussi parce qu'ils se sont octroyés ces bonus, non pas avant la crise, en juillet-août, mais en décembre ou en janvier, c'est-à-dire après que le gouvernement fédéral eut dépensé des centaines de milliards de dollars pour renflouer le système. Autrement dit, ils se sont payés ces bonus avec l'argent du contribuable. Alors maintenant, on essaye de voir comment on peut récupérer un peu de cet argent. À mon avis,
c'est pas gagné d'avance. Merci Alain, bonsoir. Après le coup de colère du jour, voici le clash maintenant. Un vrai coup de froid diplomatique entre Israël et la Turquie. Et cette fois encore, les caméras de télévision étaient là. Cela s'est passé hier soir à Davos. Le Forum économique mondial, eh bien, il a l'habitude d'organiser des débats publics. Ils sont en général assez feutrés, assez calmes. Mais hier soir, le thème était Gaza et sur l'estrade, deux hommes. Le Premier ministre turc Recep Erdogan et le président israélien Shimon Peres. Regardez tout cela avec Claude Sampère. À la tribune hier à Davos, le président israélien Shimon Peres défend avec passion la guerre menée par Israël à Gaza. Soudain, il montre du doigt le Premier ministre turc et l'interpelle. Comment aurait réagi n'importe quel pays? Qu'est-ce que vous auriez fait si Istanbul, chaque nuit, avait été bombardée? 10 roquettes ou 100 roquettes? À ses côtés, Recep Erdogan, qui le fixe droit dans les yeux. Ce que nous avons fait, ce n'est pas ce que nous voulions faire. Ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est la paix. Quelques applaudissements et le journaliste qui anime la soirée propose alors de clore le débat. Une minute. Une minute. Président Pérez, vous êtes plus âgé que moi. Et vous avez une voix très forte. Je pense d'ailleurs que vous devez vous sentir un peu coupable pour parler ainsi et avec un tel ton. Vous avez tué des civils, moi je me rappelle ces images d'enfants tués à Gaza. L'animateur veut alors le couper à nouveau. Il lui rappelle qu'il est l'heure d'aller dîner. Merci beaucoup. Je ne pense pas que je reviendrai à Davos après ceci. Merci. Vous ne me laissez pas parler. Le président israélien a parlé 25 minutes. Moi, j'ai parlé moitié moins. Alors que le journaliste animateur bafouille lamentablement, le Premier ministre turc se lève et quitte la salle. Quelques heures plus tard, Erdogan est accueilli en héros dans son pays. Israël, de son côté, a simplement déclaré regretter l'incident. En bref, et en images à l'étranger toujours, l'Australie est en proie aux flammes. Une canicule sans précédent s'est abattue sur le sud du pays. Les habitants n'avaient pas connu cela depuis 70 ans. La température est montée par endroits jusqu'à 46 degrés. On compte déjà 18 morts. Les incendies ont également détruit une partie de la région de Gippsland dans l'état de Victoria. Les premières images maintenant de l'intervention des militaires français dans le golfe d'Aden à l'encontre de pirates somaliens. Les faits se sont déroulés mardi et c'est donc une nouvelle attaque, cette fois d'un cargo qui a pu être déjoué. 9 hommes ont été, vous allez le voir, arrêtés. Arnaud Boutet. De l'hélicoptère de l'armée française, les tirs d'intimidation mettent fin à la course folle au large de la Somalie. Dans les deux skiffs, ces petits bateaux de pêche à moteur rapide, 9 pirates armés, équipés d'échelles, s'apprêtaient à attaquer un cargo. Ils ont été arrêtés par les hommes des commandos marines, transportés sur cette frégate française et remis aux autorités du Puntland, une région autonome au nord de la Somalie. Le gouvernement français nous a demandé de prendre en charge les pirates arrêtés. Mon président et moi-même avons accepté parce qu'il y a une coopération internationale pour combattre la piraterie. 200% d'augmentation l'an dernier, une centaine de navires attaqués, les actes de piraterie explosent. Depuis 2 mois, l'Union européenne, avec l'opération Atalante, traque les bandits des mers. Mais l'arrestation de mardi et celle très spectaculaire du Ponant au mois d'avril ne sont que des petites victoires. 16 gros navires restent aux mains des pirates. Le dernier est un méthanier allemand. Le MV Longchamp faisait route vers le Vietnam. Il vient d'être capturé à son tour hier matin dans le golfe d'Aden. Le grand format de ce vendredi en France, chaque année environ 15 000 personnes ne donnent plus signe de vie. En quelque sorte, elles disparaissent. Seulement, il est souvent très difficile de savoir si ces disparitions sont volontaires ou inquiétantes. Un vrai casse-tête pour la justice et les enquêteurs. Voyons pourquoi avec Aurélia Brault, Mathias Second et Éric Delagneau. Mais qui dit votre vrai père? Mon vrai père. Votre père. Ils étaient amis, comiques, inséparables. Ensemble, ils faisaient rire la France entière. Et puis un jour de novembre, en 1984, un des frères ennemis a disparu. Teddy Vrigno n'a plus jamais donné signe de vie. Un cas de disparition d'une célébrité, semblable à des milliers d'histoires d'anonymes, eux aussi partis sans laisser d'adresse. La police aussi nous aide à la chercher. Grégoire, lui, cherche sa sœur sans relâche depuis 2 mois. Une femme qui a disparu.
Le 28 novembre dernier, Anne n'est pas rentrée chez elle. Plus aucun signe de vie, aucun indice. Alors Grégoire mène l'enquête, dès qu'il peut, partout dans Paris. Ça fait déjà 2 mois, au départ on se dit bon ça va faire 1 journée, 2 jours. Puis on se dit bah, on ne pourra pas tenir plusieurs jours. Puis finalement les jours sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et là on se dit est-ce qu'il faut se préparer à partir pour des années? Quand un proche disparaît, le réflexe est de s'adresser à la police. Mais souvent, c'est la déception. Une personne majeure, en France en tout cas, est libre de claquer la porte à un moment donné de son domicile, de partir sans laisser d'adresse et d'aller refaire sa vie où elle le souhaite. Alors évidemment, dans ces personnes majeures qui disparaissent, la difficulté pour le policier ou le gendarme, c'est de déterminer en fonction des circonstances de fait s'il y a des éléments d'inquiétude ou pas. Faute d'enquête policière, le dernier recours, c'est la recherche dans l'intérêt des familles. C'est ce que Muriel Vitoz a fait quand son fils a disparu, à l'âge de 21 ans. Au bout de 3 ans, une lettre de l'administration. Sébastien est vivant, mais impossible d'en savoir plus. Il disait qu'il l'avait retrouvé, quoi. Voilà, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'intéressé a été retrouvé, mais ne consent pas à vous communiquer son adresse. Rassurée de le savoir vivant, mais pas soulagée, Muriel a continué à vivre dans l'angoisse. Je le voyais partout, assis sur un banc ou au coin d'une rue. Alors je m'approchais un peu, puis je m'apercevais que c'était pas ça du tout, quoi. Que c'était pas lui. Oui, là, ça faisait mal. C'était dur. Et puis, 6 ans après son départ, Sébastien est rentré. Aujourd'hui, sans montrer son visage, il raconte son besoin de disparaître et la difficulté de revenir. Quand il s'écoule 2-3 ans, on se dit ouais, je vais décrocher, je vais dire quoi? Bonjour, salut, c'est moi. Bah non, après on a un peu peine à renouer contact, quoi. Je me sens coupable d'absolument rien parce que moi j'avais absolument besoin de passer par là, c'est tout. Hein. Soit peut-être pour prouver quelque chose à moi-même ou je sais pas. D'autres n'ont pas la chance de voir revenir celui qui a disparu. 13 ans après le départ d'un fils, on pense bien sûr à sa possible mort. Jean-Yves Bonissant se bat aussi pour cela, pour que les familles des disparus aient au moins la possibilité d'être informées sur la mort d'un mari, d'un frère ou d'un fils. Il a fallu 12 ans de combat pour que la justice à Amiens accepte de pratiquer l'analyse ADN sur nous les parents, pour essayer de voir dans les fichiers du fichier national d'empreintes génétiques s'il y avait l'empreinte ADN de notre fils. 12 ans. La loi est en train d'évoluer. Bientôt peut-être tout cadavre non identifié subira un prélèvement ADN. Chaque année en France, plus de 1000 personnes seraient enterrées sous X et parmi elles, peut-être, certains de ces disparus. On va se rendre maintenant à Penly, en Seine-Maritime. C'est là-bas que sera donc construite une 2e centrale nucléaire EPR. Le chef de l'État a confirmé son choix. Et c'est un choix qui fait aujourd'hui encore l'objet de critiques du côté des écologistes. Sur place, en revanche, les élus, tous bords confondus, sont satisfaits. Gilles Marinet, Abdelzouech. C'est au pied des falaises de Penly, tout près de Dieppe, à côté de 2 centrales nucléaires classiques, que sera construit l'EPR, un réacteur de nouvelle génération. Au village, pas d'inquiétude, on vit depuis longtemps avec le nucléaire. Ça vous fait pas peur en tout cas? Non, pas encore. Okay. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, non. Dans une région où l'emploi est durement touché par la crise de l'industrie automobile, la perspective de 2000 embauches durant 6 ans sur un chantier est accueillie comme une bouffée d'oxygène, sans oublier les bénéfices à long terme. La centrale nucléaire fait vivre des sous-traitants, nous permet de développer des formations post-baccalauréat autour de la sous-traitance nucléaire, va réinjecter de l'argent dans les collectivités locales avec la taxe professionnelle. Dans les hôtels et restaurants de Dieppe, on se prépare déjà à l'accueil des techniciens et spécialistes mobilisés par l'EPR. Pour nous directement, c'est une serveuse, un cuisinier en plus, une femme de chambre en plus. Donc c'est très très bon pour le commerce. Un consensus au nom de l'emploi. Seule voix discordante, les écologistes pour qui l'EPR signe l'abandon d'une promesse du Grenelle de l'environnement, la priorité aux énergies vertes. On est reparti pour 50 ans au bas mot de nucléaire pour la France et qui nous fera 7 réacteurs sur la région de Dieppe. C'est énorme, c'est une des régions les plus nucléarisées de France, c'est une aberration. Des experts s'interrogent. Selon eux, la France n'est pas menacée par une pénurie d'électricité dans les 15 ans à venir. Et surtout, les 2 EPR déjà en construction, l'un à Flamanville, l'autre en Finlande, accumulent problèmes techniques, retards et dépassements de budget, plus de 20%,
pour celui de Flamanville. En bref, sachez que le groupe bancaire franco-belge Dexia a annoncé aujourd'hui la suppression d'environ 900 emplois dans plusieurs pays d'Europe. En France, près de 250 postes seraient concernés. Je vous rappelle que le groupe Dexia avait été secouru fin décembre en pleine tempête financière par les gouvernements français, belges et luxembourgeois. Quelques chiffres maintenant, mais c'est pour la bonne cause. Imaginez, en 1996, la France lançait son plan de numérotation à 10 chiffres avec en tête pour les mobiles le 06. Il existait alors 100 millions de combinaisons possibles et on se disait qu'il faudrait de nombreuses années avant de les épuiser. Mauvais calcul, nous allons devoir bientôt passer au 07 et cela, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Julien Beaumont et Diane Richard. Un nouveau portable et à chaque fois une ligne qui commence par 06. Pour l'instant, car mi-2010, les nouveaux abonnés au téléphone mobile se retrouveront avec un numéro débutant par 07. Un sans fil victime de son succès. 90 millions de numéros en 06 ont déjà été attribués. Il reste relativement peu de numéros 06, enfin il reste encore 10 millions, c'est pas mal, mais eu égard au développement de la téléphonie mobile, il faut qu'on envisage l'avenir et qu'on le prépare, et donc on a besoin d'ouvrir ce qu'on appelle de nouvelles tranches de numéros. Sur les 90 millions de numéros commençant par 06, il y a 54 millions de portables et 26 millions de puces implantées dans des appareils comme les Vélib ou les terminaux de paiement. 06 ou 07, pour les opérateurs peu importe, les utilisateurs devraient vite s'adapter. Ce sont les opérateurs actuels qui ont demandé l'ouverture des tranches 07 pour servir leurs futurs nouveaux clients. Pour nous, il n'y a aucune différence entre 06 et 07 et les gens vont s'y habituer très facilement. Ceux qui veulent conserver leur 06 le conserveront. Ceux qui voudront un nouveau numéro en 07, ce sera peut-être très chic, pourront en avoir un, mais on pense que c'est quelque chose qui est tout à fait neutre pour le marché. Pour tous ceux qui ont déjà un portable, pas de changement. De toute façon, que vous appeliez un 06 ou un 07, la tarification sera la même. Un nouveau préfixe qui intervient au moment même où un nouvel opérateur devrait s'implanter sur le marché des télécoms. Le sport avec une bonne nouvelle ce soir pour les fans de handball puisque l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale des championnats du monde. Après sa victoire aux Jeux Olympiques, cette équipe pourrait réaliser un doublé historique. Retour sur le match du jour et cette qualification avec Aaron Tanzit. Un tourbillon bleu de bonheur. Impérial, la France est en finale du mondial croate. Cet après-midi, face aux Danois, les Français n'ont pas tremblé. Une victoire nette et sans bavure et des pensées déjà tournées vers l'avenir. Maintenant, c'est une finale, on a une super équipe, on a une super opportunité de gagner notre titre. On va tout donner pour y arriver. On est en finale, ça c'est cool. En trompette et en fanfare, la France livre une première mi-temps parfaite. 16-11 au repos. Pour les Danois et leur entraîneur, c'est déjà un casse-tête. En deuxième période, encore une histoire de tête. Un pénalty en pleine poire reçu par le gardien danois. Volontaire ou pas, résultat, le Français abat l'eau et cope d'un carton rouge. Les Danois se ruent alors à l'attaque. Mais les champions olympiques maîtrisent leur sujet, un travail d'experts. Score final 27-22, 5 mois après l'or de Pékin, la France se qualifie pour la finale des championnats du monde. Bon, je ne sais pas contre qui on va jouer, hein. Peu importe. Là, si c'est la Croatie, ça va être une belle corrida. Enfin, on va essayer de ne pas être le taureau. Dimanche, dans l'arène bouillante de Zagreb, les Bleus défieront la Croatie ou la Pologne. Un beau combat en perspective. Et cette finale, vous pourrez la suivre sur France 2 dimanche à partir de 17h30. Un mot de tennis et cette image avec la victoire de l'Open d'Australie de Rafael Nadal en 5-7 sur son compatriote espagnol Fernando Verdasco. Nadal qui retrouvera en finale, devinez, Roger Federer, le Suisse. En tout cas, les spécialistes accordent à dire que cette demi-finale qui a duré 5h14 était de toute beauté. Musique, sachez que c'est Patricia Cass qui représentera la France lors du prochain concours de l'Eurovision. Une vraie surprise et on ignore encore la chanson qu'elle interprétera le 16 mai prochain à Moscou. En tout cas, la chanteuse française y sera particulièrement bien accueillie puisqu'elle est une star là-bas, tout comme dans de nombreux pays de l'Est européens. La musique toujours avec un événement qui depuis 15 ans rend la musique classique accessible au plus grand nombre. La folle journée de Nantes, c'est en fait un savant mélange entre les airs de Bach, version rap ou slam, et de très jolis concertos. On voit tout cela avec Romuald Bonan et Michel Hiver. Ici, aucun mètre carré ne doit manquer pour la musique.
alors même le hall d'accueil laisse résonner un air de Bach. Un rythme de percussion de Trinidad qui séduit autant qu'il surprend. C'est vraiment très bien, c'est un astucieux mélange entre Bach et puis ces senteurs des îles et tout ça, c'était vraiment très émouvant. Un peu plus loin, un petit salon, autre ambiance plus intimiste, où chacun se laisse envoûter cette fois par la sonorité baroque du clavecin. Je suis peintre professionnel et quand je peins en atelier, j'ai toujours de la musique classique. Et je ne peux pas peindre ici, mais je me régale. La folle journée de Nantes, désormais phénomène populaire. Plus de 150 concerts en 5 jours et pour le public, un véritable marathon. Vous avez une idée de ce que vous allez mettre dans votre programme? 3-4 par jour, à peu près. Ça dépend de la longueur des concerts et ça dépend de l'intensité du concert. Faire découvrir l'œuvre immense de Bach, pourtant restée dans l'ombre de son vivant. Un incroyable répertoire qui s'accommode de tous les genres. Populaire et élitiste, pour moi, c'est pas contradictoire. Je pense que la musique, la beauté de la musique s'adresse à l'élite de chacun, pas au sens classe sociale, mais à la meilleure partie de chaque personne. La preuve, s'il en fallait, que Bach demeure plus vivant que jamais. Pourquoi ai-je l'impression que le monde se part en vrille entre les guerres, les attentats, les famines et les embrouilles? Et puis nous avons appris ce soir le décès d'une personnalité qui a longtemps travaillé ici à France 2. Il s'agit de Bernard Marchetti, âgé de 76 ans. Il a été grand reporter et fut une grande voix de la rédaction de France 2 durant de nombreuses années. Nous avons ce soir une pensée pour sa famille. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'une des informations du jour. C'est la victoire de l'équipe de France de handball en demi-finale des championnats du monde. Victoire face au Danemark 27-22. La finale aura lieu dimanche et elle sera diffusée sur France 2 à partir de 17h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35, votre série Boulevard du Palais. Je vous retrouve demain pour toute l'actualité à 13h et dès 13h15, le magazine avec notre enquête sur la disparition de la jeune Ophélie, étudiante française disparue à Budapest. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.